Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc, d'ouvrir le conseil municipal, faire quelques communications. Alors la première, elle concerne le plan du beach tennis, puisqu'il y avait eu des interrogations lors du dernier conseil. Alors sur ce qui est projeté à l'écran, on voit donc dans le quart en haut à gauche l'ancien terrain dit Jacotte. Et puis donc ensuite les deux terrains synthétiques, les terrains couverts, et en bas à droite les terrains en quick. Et donc sur la position suivante, on voit bien ici l'implantation des nouveaux deux terrains de beach tennis sur l'emprise du terrain existant. Donc il y a bien la capacité à créer 4 terrains de beach tennis, avec un terrassement sur le bas ou près du terrain de paddle et du terrain de beach existant. Donc les travaux sont en cours, un petit mur de terrassement pour positionner ces 4 terrains comme prévu, ce qui permettra d'avoir des rencontres du championnat de France de beach tennis. Voilà pour cette précision. Je passe la parole ensuite à Madame Lesbats pour Merci, Monsieur le maire, et bonjour à tous. Quelques communications rapides concernant d'abord la transition écologique. Depuis 15 jours, il y avait des ramassages comme tous les ans des déchets verts sur le parking à côté de l'église. Et donc le broyat de ces déchets verts seront accessibles aux citoyens samedi. Comme ça se fait régulièrement, dire que ça a de plus en plus de succès, ce dépôt de déchets verts. Associé à ce sujet, il y aura le 15 novembre des ateliers compostage, comme on le fait régulièrement avec un maître composteur. Et il y aura la fête de l'arbre, on va dire à partir du 6 décembre, c'est surtout le 6 décembre, où il y aura comme tous les ans distribution d'arbustes, d'arbres fruitiers. 150 seront distribués à la population. Et vous aurez tous les détails. Il y aura une balade aussi dans les espaces naturels de notre commune ce jour-là. Et tous les détails seront dans le MAG ainsi que sur Panneau Pocket. Au niveau de la culture, cette semaine, samedi, l'ONBA propose un spectacle qui s'appelle Les Femmes sans voix, donc samedi à 20h. Donc une nouveauté puisque le partenariat ONBA c'est nouveau. Dire aussi qu'il y aura bientôt, fin novembre, la quinzaine de l'égalité, qui est un temps fort sur l'égalité et la diversité, avec de nombreuses propositions d'activités et de rencontres. Voilà ce que je voulais dire pour résumer un petit peu les événements avant le prochain CM. Et tout, bien sûr, est dans plaquettes, panneaux pocket et magazines. Merci, Madame Lesmat. C'est bien, donc j'ouvre officiellement la séance du conseil municipal du 3 novembre. Je vais donc commencer par les présences comme à l'accoutumée. Donc Madame Lesmat, Monsieur Lureau, Madame Brochard, Monsieur No, Madame Vinter, Monsieur Verdon, Madame Goury, Madame Abadi. Alors Madame Foran est absente, à donner procuration à Madame Goury. Monsieur Maître est absent et a donné procuration à Monsieur Thierry Lureau. Madame Lahari est absente. Monsieur Vidou est absent. Madame Merin. Madame Maury est absente. Monsieur de la Victoire. Madame Dauvilliers. Evelyne. Monsieur Dauvilliers. Monsieur Cholet. Madame Rigbosch est absente, à donner procuration à Madame Elfadi. Monsieur André Lebègue. Monsieur Colombo. Madame Boniface est absente. Madame Elfadi. Monsieur Aguerre. Madame Malada. Madame Tressard. Madame Belay. Et Monsieur Serre Alain. Merci. Donc nous passons aux délibérations. Et donc la première délibération qui nous permet donc d'accueillir, donc c'est le procès verbal d'installation de Monsieur Alain Serre. Voilà, donc suite à la démission de Monsieur Thierry Nicolas sur la liste à venir, article à venir ensemble, donc nous
Nous accueillons Monsieur Alain Serre dans ce conseil municipal pour les quelques mois qui nous restent avant les prochaines échéances, les prochaines élections. Donc il est simplement demandé, ce n'est pas un vote, mais au conseil municipal de prendre acte. Donc Monsieur Serre, je vous souhaite la bienvenue dans ce conseil. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce conseil. Alors la délibération suivante, c'est la délibération numéro 84 relative à l'approbation du procès verbal de la séance du 22 septembre 2025. Y a-t-il des remarques sur ce procès verbal? Je n'en vois pas. Eh bien, je propose de mettre au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 6 voix. Qui est pour? Merci. Donc, à la majorité, la délibération 84 est adoptée. Passons maintenant à la délibération 85 qui est celle donc relative à la présentation du rapport social unique 2023 de la commune. Alors, ce rapport social unique, c'est un document qui est établi tous les ans. Pour vous donner un ordre de grandeur sur les communes de Nouvelle-Aquitaine, entre 5 000 et 9 999 habitants, c'est-à-dire notre strate, 79% des collectivités, donc 89 collectivités sur 113 ont remis leur RSU, donc nous faisons partie de ces 79% de bons élèves qui ont remis leur RSU, ce qui veut dire que certaines communes ne l'ont pas fait. Ce document, donc, nous en avons échangé un peu en commission, mais sans vous donner tous les détails, hein, il pointe les effectifs de la commune, la caractéristique des agents permanents, le temps de travail des agents permanents, la pyramide des âges, les équivalents temps plein rémunérés, les positions particulières, les mouvements, l'évolution professionnelle, les sanctions disciplinaires, le budget et les rémunérations, les absences, avec les taux d'absentéisme, les accidents du travail, le handicap, prévention risque professionnel, la formation, l'action sociale, les relations sociales, et c'est tout ce que l'on trouve. Alors donc c'est un document qui à la fois est très riche et à la fois assez complexe en termes de données, puisque par exemple ce document ne recense que 112 agents, donc 97 fonctionnaires et 15 contractuels permanents, alors que nous avons 120 agents. Donc il y a toujours un petit delta entre les données que l'on saisit, nous, dans l'outil mis à notre disposition par le centre de gestion de la Gironde, l'outil qui s'appelle données-sociales.fr, et avec un certain nombre d'éléments qui sont toujours assez délicats à gérer. Ce que je vous propose, c'est de passer peut-être aux questions sur ce sujet, sans vous détailler, sinon tous les chiffres, hein, c'est un rapport qui fait quand même 7 ou 8 pages, et avec, voilà, je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres, mais plutôt passer aux interrogations, aux questions qu'il y avait eu en commission. Si quelqu'un, voilà, Monsieur Cholet, je vous passe la parole. Merci Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Alors effectivement, l'année 2023, ça date, hein, on est en 2025. On a relevé de notre côté des éléments quand même qui portent à nous interroger de manière très sérieuse. Je vais vous lire un peu, on va dire, un condensé, parce qu'effectivement, on ne va pas s'étaler, c'est du passé, mais malgré tout, il y a quand même des éléments qui nous alertent. Donc l'année 2023 a été marquée par une instabilité significative de nos effectifs. Alors, pour info, on a une diminution quand même de moins 9%, 8,9% en négatif. Hein. On passe de 123 agents au 31 décembre 2022 et on arrive au 31 décembre 2023, soit 12 mois plus tard, à 112. On passe de 123 à 112. Et cette baisse, elle interroge puisqu'elle s'accompagne d'un déséquilibre dans la structure de l'emploi. On enregistre une forte érosion de l'effectif statutaire, avec 11% de fonctionnaires en moins, tandis que le recours aux contrats précaires s'accentue. On verra par la suite que ça a une incidence directe sur le volume de la masse salariale. Donc 11% de fonctionnaires en moins, le recours aux contrats précaires et les effectifs contractuels augmentant de cette manière à 7,1%. Donc on a un taux de rotation qui est élevé avec un bilan de 21 départs pour seulement 10 recrutements, ce qui, à mon avis, quand même crée un déséquilibre certain dans le service public rendu aux Artiguais. Ces raisons de départ sont multiples. Là, on a des mutations, 7 en valeur, hein, mise en disponibilité 4, démission 4. Et donc tout ça, ça confirme une difficulté malgré tout pour nous à fidéliser le personnel et à ancrer des carrières longues, hein, sur du long terme au sein des collectivités.
Sur l'aspect budgétaire, on sait que, bon, effectivement, ça impacte, j'allais dire malheureusement, l'ensemble de la commune, puisque la masse salariale est à 58,25% des dépenses de fonctionnement. À l'inverse, la rémunération annuelle brute des emplois permanents s'élève à 3 129 000. Celle des emplois non permanents atteint 1 114 711, ce qui fait que le coût de non permanents représente quand même 35% de la masse salariale et des permanents 21,78 du total des charges du personnel, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, sur un point que nous on considère point d'alerte majeur concernant le régime indemnitaire, on n'a eu aucun euro de complément indemnitaire annuel, ce qu'on appelle le fameux CIA, qui n'a pas été versé en 2023. Et puis après, on s'interroge également, on trouve qu'il y a une anomalie qui est assez significative sur le relevé d'application de l'IFSE, l'indemnité de fonction des suggestions et d'expertise, pour la catégorie A, où les hommes perçoivent en moyenne 13 911 euros contre seulement 7 180 euros pour les femmes, soit un écart de 6 731 en défaveur de ces dernières. Alors avec du recul, puisqu'on suppose que ces dernières sont moins nombreuses aux responsabilités. Par ailleurs, le fait qu'il y ait plus de contractuels embauchés, ça génère 1047 heures d'heures complémentaires qui ont été réalisées en 2023 et rémunérées quand même pour un montant de 20 059 euros, ce qui reste une somme conséquente, ce qu'on aurait pu peut-être éviter avec des contractuels au détriment des titulaires partis, ce qui a tendance à grever notre budget. Sur la partie santé, sécurité et prévention des risques, le taux d'absentisme global des fonctionnaires s'établit à 7,04% et 6,13% pour les agents permanents, ce qui, à notre sens, nécessite une vigilance accrue. L'année 2023 a également été marquée par 15 accidents du travail, engendrant 16 jours d'absence consécutifs. On sait très bien, et nous savons que la commune dispose d'un document unique d'évaluation des risques professionnels. Et à ce titre, on a désigné 4 assistants de prévention. Ce rapport souligne qu'aucune dépense spécifique, j'ai bien dit aucune dépense spécifique, engagée en faveur de la prévention et de la sécurité et l'amélioration des QVCT, qualité de vie des conditions de travail. Le seul investissement qui a été réalisé concerne les formations, avec 25 jours de formation, et ce sont des formations obligatoires pour 4 428 euros. Enfin, on totalise 9 jours de grève qui ont été enregistrés durant l'exercice pour des motifs qui aujourd'hui nous sont obscurs, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement pour nos agents. En conclusion, je dirais que ces éléments chiffrés, notamment l'absentéisme élevé et l'instabilité des effectifs, et l'absence d'investissement en QVCT, mettent en évidence une nécessité, je dirais impérieuse, de révision managériale. Ces indicateurs objectifs corroborent les alertes récurrentes émises par les représentants syndicaux concernant une problématique managériale au plus haut niveau et un manque de vigilance manifeste quant au bien-être des salariés, particulièrement dans un service clé de la commune. L'urgence est donc double, lancer des actions correctives pour la stabilisation de l'emploi et la réduction de l'inégalité salariale, tout en engageant une évaluation approfondie des pratiques de direction. Ça, c'est notre avis, pour garantir un environnement de travail respectueux et sain. Et tout cela en espérant que le prochain bilan social soit, je dirais, amélioré. Merci, M. Cholet. Y a-t-il d'autres remarques, prise de parole? M. Colombo. Oui, merci, Monsieur le maire. Je vais juste compléter ce que mon collègue a déjà dit, mais juste un point qui me paraît très important, c'est 11% d'accidents de travail. C'est énorme, c'est un taux énorme. Donc je ne sais pas, ça c'était en 2023, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après en 2024-2025. Mais j'espère qu'on a activement travaillé sur le document unique et la mise en place de choses pour éviter ce nombre hallucinant d'accidents de travail. 11% dans le privé, c'est une catastrophe. Donc j'espère que les chiffres sont à l'amélioration pour les années suivantes. Merci. Alors, les éléments de réponse. Tout d'abord, sur ce RSU, comme je vous le disais, il y a des difficultés sur les données, puisque on voit bien que sur les effectifs, vous dites que nous partons à 123, que nous arrivons à 112, c'est l'effectif physique théorique. Au 31/12/2022, on annonce 123, alors que le même RSU de 2022 indiquait l'effectif physique au 31/12/2022 était de 114 agents. Donc de 114 à 112, à 123, pardon, donc c'est un écart sur les données et qui ne correspond pas à l'effectif de la collectivité, puisque nous, dans le compte administratif, nous avons 120 agents nommément, voilà, on les a individuellement et un par un, donc ce chiffre de 112 n'est pas le bon, ou celui de 123 théorique n'est pas le bon non plus. Donc c'est vraiment une difficulté sur les statistiques, et on n'a pas, quand on fait le tableau des effectifs, on n'a pas eu une perte de 10 agents dans l'année. Si on avait eu une perte de 10 agents dans l'année,
il y aura effectivement un certain nombre de services qui n'auraient pas pu être assurés. Donc on n'est pas du tout sur cette situation-là. Sur la question du CIA, vous avez noté qu'il n'y avait pas de CIA versé. Je vous dirais que c'était un choix qui avait été fait par la précédente municipalité, qui a été reconduit, des organisations, non monsieur Chouet c'est factuel, je veux dire, et qui a été reconduit sous notre mandat, en discussion avec les organisations syndicales, les représentants du personnel. C'est un choix des représentants du personnel de mettre le CIA au minimum. Ils étaient contre cette option-là. Ça n'a pas été remis en cause sur ce mandat et ça avait été engagé sur le mandat suivant. Donc ce n'est pas une anomalie, c'est simplement un choix qui a été poursuivi et que vous aviez engagé. Donc pour le coup, on était d'accord là-dessus. Sur le taux d'absentéisme. Alors le taux d'absentéisme, effectivement, il faut comparer ce qui est comparable. Dans la fiche repère du RSU, le taux d'absentéisme global, donc pour notre commune, c'est 7,04%. Pour la moyenne donc, des 83 communes de Nouvelle-Aquitaine de cette strate, c'est 8,15%. Donc, même si effectivement c'est toujours trop, un taux d'absentéisme de 7%, on est quand même en dessous de la moyenne. Donc il faut quand même comparer ce qui est comparable. Pour les contractuels, on a un taux 10 fois moins important puisqu'on est à 0,22%. Le taux moyen, enfin des 83 autres communes, il est de 2,52%. Et donc sur l'ensemble des agents, on est à 6,13%, alors que le taux moyen, encore une fois, est à 7,34%. Concernant la formation, dans nos données, donc on a 25 jours de formation avec un coût total des formations de 4 600 €. On n'a pas dû saisir la donnée comme il faut puisqu'on avait 1 950 € en 2023. Effectivement, ça part à zéro dans le RSU, même si la somme peut vous sembler plus faible qu'avant. Elle était de 8 830 € en 2022 et en 2024, alors ça on verra dans le RSU, avec notamment la mise en place du diagnostic RPS, on est à 17 535 € de dépenses en faveur de la prévention. Enfin, donc, bon, vous parlez des systèmes managériels, mais tout ça, par rapport à ce que je viens de vous indiquer, on a quand même une stabilité de nos effectifs, donc on n'a pas ce genre de difficultés, puis on a fait des travaux liés au RPS. Et M. Colombo, vous dites que 11% d'accidents du travail, c'est énorme. Alors, ce que note la même fiche des collectivités, c'est effectivement un peu moins, c'est 6,5 accidents pour 100 agents. Nous sommes à 11%, mais avec le fait que, donc, pour la moyenne des collectivités, en moyenne, c'est 45 jours d'absence consécutifs pour les accidents du travail, et nous sommes seulement, entre guillemets, à 16 jours d'absence consécutifs. Ce qui veut dire que les accidents du travail que nous avons sont des accidents qui ne sont pas graves, puisqu'ils n'entraînent pas de grosses invalidités ou de longs accidents du travail. Alors, est-ce que c'est une question, est-ce que l'on en déclare plus tout simplement? Est-ce qu'on a une politique probablement et que l'on fait en sorte que on ne va pas dire aux gens c'est pas grave, tu peux rentrer chez toi tranquillement, etc. Non, on invite les gens à déclarer tous les accidents du travail et donc on n'a pas cette difficulté d'avoir, heureusement d'ailleurs, de graves accidents du travail. Voilà pour l'essentiel de ce RSU avec, comme je vous le disais, donc des chiffres et sur l'information, je reviens aussi là-dessus. Nous avons donc engagé 42 780 € consacrés à la formation en 2023 et la moyenne des collectivités, elle est un petit peu inférieure, elle est à 41 585, donc nous sommes dans la moyenne des collectivités de cette taille pour les finances consacrées à la formation de nos agents et donc on est à 83% d'ailleurs des formations qui concernent les agents de catégorie C. Monsieur Colombo. Merci, monsieur le maire. Oui, juste, je reviens sur les accidents de travail. Effectivement, le taux de gravité est peut-être moins important, mais l'accident est là. Le taux de fréquence est quand même le double par rapport à l'indice moyen. Donc, après, j'accuse personne. Je demande juste qu'est-ce qui a été fait pour essayer de diminuer ce taux de fréquence, parce que c'est quand même le double d'agents par rapport aux autres à la moyenne. Où on a un taux d'accident de travail. Donc, comment on analyse ces accidents de travail, puisqu'ici, normalement, on a l'obligation d'analyser les accidents de travail, savoir qu'est-ce qu'on en a retiré dans le document unique, qu'est-ce qu'on a mis en place pour les éviter, et j'espère et je souhaite que 2025 soit forcément meilleur que 2023. Parce qu'après, là, on parle effectivement de 2023, donc
ça reste lointain maintenant. On a notamment, dans les accidents de travail, ils sont divers et variés, hein. Chute en glissant sur une flaque d'eau, accident de voiture, vive douleur au bras. Les éléments sont très variables. On travaille avec nos agents de prévention et dans ce qu'on voit dans le rapport 2023, en effet, c'est qu'on a quand même donc engagé 25 jours de formation liés à la prévention. Donc voilà les éléments que l'on met en place pour essayer de diminuer les accidents du travail dans la collectivité. On maintient nos 4 agents de prévention aussi pour faire en sorte que ces éléments diminuent. Voilà, donc c'était un rapport qui est sans vote et donc le conseil municipal a donc pris acte de ce rapport social unique. Alors, nous passons maintenant à la délibération numéro 86 sur les cadeaux aux enfants du personnel. Donc sur les cadeaux de fin d'année. Donc cette année, nous proposons un changement de formule et nous passons à un système de chèque LIR d'une valeur de 25 €, donc pour les familles dont les enfants donc de la collectivité sont d'un âge inférieur à 11 ans au 31 décembre de l'année en cours. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette simple délibération? Je n'en vois pas. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, l'unanimité, la délibération 86 est adoptée. Et je vous en remercie. Et nous passons donc à la délibération 87, qui est donc la décision modificative numéro 2. Deuxième décision modificative de l'année. Alors, en substance, sur cette délibération, donc vous avez à la fois le document détaillé et le document simplifié. Sur la partie fonctionnement, il se trouve que nous avons, de manière assez inattendue, mais quand même, il faut toujours s'en réjouir, nous avons eu une augmentation des droits de mutation, ce qui veut dire que sur la commune d'Artigues, le marché de l'immobilier reste actif et plus actif que ce que nous avions imaginé. On sait que d'autres collectivités sont en difficulté à cause d'une baisse des mouvements de l'immobilier, ce qui fait que nous avons des impôts et taxes donc liés à ce domaine-là qui sont en augmentation de crédit, donc des recettes supplémentaires estimées à 210 000 €, ce qui fait que nous avons reventilé, puisqu'on n'a plus la possibilité, comme nous l'avions dans le passé, d'utiliser les dépenses imprévues, puisqu'on aurait pu mettre en face des dépenses imprévues. Donc on les a reventilées sur un certain nombre de postes qui sont détaillés dans le tableau. En gros, à peu près la moitié sur les dépenses de fonctionnement diverses et variées, et à peu près la moitié sur les charges à caractère général, notamment les charges de personnel. Côté investissement, alors c'est un peu la même chose. On avait été prudent sur le fonds de compensation de la TVA, puisque quand on fait les prévisions, et alors ce sera encore certainement compliqué cette année si vous suivez un peu l'actualité du vote du budget de l'État, nous ne savions pas si le taux de FCTVA serait maintenu à 16%. On avait entendu qu'il serait peut-être passé à 14%. On craignait un peu peut-être qu'il ne descende en dessous. Finalement, il a été maintenu en 2025 à 16%. Donc nous avions fait une prévision prudente, autour de 500 000 €, et finalement nous avons 415 000 € de plus de fonds de compensation de la TVA qui nous sont versés par l'État. Alors c'est lié aux dépenses d'investissement que nous avons réalisées l'année N-1, l'année précédente, et en particulier sur l'école Joséphine Baker. Donc ces 415 000 €, de la même manière, nous les avons ventilés sur un certain nombre d'opérations, dont plus importante, 167 000 € sur les constructions d'autres bâtiments publics et 80 000 € sur le réseau d'électrification. Bon, il est peu probable que nous ayons toutes ces dépenses, mais il faut bien trouver une solution pour équilibrer le budget. Avez-vous des remarques sur cette décision, Monsieur Colombo? Oui, merci Monsieur le maire. Comme je n'ai pas pu participer exceptionnellement aux commissions, j'ai quelques questions. Alors pour moi et pour les artiguiers également qui nous suivent et qui sont présents, pour avoir quelques explications. Parce qu'on est fin d'année, on est au mois de novembre et on a quand même
178 000 euros de supplémentaires en dépenses de fonctionnement. C'est dont 82 000 sur les frais de personnel. On est en fin d'année. Comment ça se fait que ça n'a pas été prévu dès le départ? Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Puis 435 000 euros aussi sur l'investissement. C'est une très grosse somme. On voit qu'il y a quand même des frais aussi d'études. On est en fin de mandat, des frais d'études. Je me pose des questions. Et quels sont les projets que vous avez décidé de faire pour 435 000 euros d'investissement? Monsieur Colombo, vous n'avez peut-être pas... J'imagine que vous étiez concentré sur votre intervention, mais vous n'avez pas du tout entendu la mienne. On a des recettes, et c'est tant mieux, des recettes imprévues. C'est difficile d'inventer des dépenses. Et dans la précédente nomenclature qui s'appelait la M14, il y avait une ligne qui s'appelait dépenses imprévues. Donc on aurait pu compenser simplement les recettes imprévues par des dépenses imprévues. Donc là, on a ventilé les dépenses. Probablement qu'on n'aura pas besoin de toutes ces dépenses. Il peut y avoir quelques dépenses supplémentaires de ci, de là. On a mis 50 000 euros sur l'alimentation, par exemple. On ne va probablement pas faire des dépenses de ce montant-là d'ici la fin de l'année, ni sur d'autres postes. Alors sur les honoraires, par exemple, effectivement, on a 18 000 euros. On sait que, par exemple, la résolution des sujets liés au RPS, on a dépensé un petit peu plus que ce qu'on avait au départ estimé, puisqu'on a élargi le champ de travail. Mais autrement, voilà, donc il n'y a pas de projet parfaitement ciblé, c'est purement technique cette répartition du budget. Et encore une fois, le plus simple aurait été qu'on nous laisse la possibilité d'utiliser ce système de dépenses imprévues, parce que vous vous rendez bien compte que ça devient de plus en plus difficile d'avoir une prévision de budget. Là, il se trouve que nous sommes le 3 novembre, le budget de l'État n'est toujours pas voté, on ne sait pas à quelle sauce on allait être mangé, on parle de 5 milliards, 8 milliards de compensation pour les collectivités, on ne saura pas ce qu'on aura, et on ne nous laisse même pas la possibilité d'avoir des éléments de gestion pour des dépenses imprévues ou des recettes imprévues. Voilà, donc je ne peux pas répondre de manière plus aboutie à votre question, si ce n'est que c'est lié à ces variations, encore une fois, qui sont plutôt des bonnes nouvelles. Ça aurait été plutôt inquiétant d'avoir des dépenses vraiment exceptionnelles en plus. Y a-t-il d'autres questions sur cette décision modificative? Je n'en vois pas. Eh bien écoutez, nous passons au vote. Qui est contre? Vous êtes contre la décision modificative? Ok, oui, c'est vrai, c'est le budget. Tout à fait, c'est classique. Qui s'abstient? Donc, une voix. Donc, qui est contre? C'était 6 voix, je précise pour l'enregistrement. 6 voix. Qui s'abstient? Une voix. Et donc, qui est pour? Je vous demande de lever la main. Tous les autres. Donc, à la majorité, la délibération numéro 87 est adoptée. Alors, je vais passer maintenant pour 4 délibérations à suivre. Je vais passer la parole à M. Lureau, la 88, versement d'un fonds de concours, SDEG Pérou. Alors, un petit préalable, si vous permettez, Monsieur le maire, pour ceux qui étaient présents en commission. Il y a 2 délibérations qu'on avait évoquées le jour de la commission qui n'apparaissent pas ce soir. Donc, elles n'ont pas disparu. On a eu juste un petit décalage de signature. Ça concernait le déclassement et la vente d'un terrain communal. Les signatures ont été un peu décalées chez le géomètre. C'est fait maintenant, c'est transmis au cadastre, c'est en cours de retour. Donc elle devrait revenir au prochain conseil municipal de début décembre. Voilà. C'est pas de la magie, c'est simplement un décalage de signatures. Voilà, pour informer les gens avec qui puisqu'on avait évoqué ce sujet-là en commission. On va revenir à la délibération 88, donc, qui a trait au fonds de concours du SDEG. Cette délibération, c'est un jeu d'écriture. Le règlement du SDEG, le RAFT, c'est le règlement des modalités administratives, financières et techniques du SDEG a changé, qui demande d'imputer un certain nombre de dépenses en fonctionnement et d'autres en investissement. Pour autant, cela nous permet aussi, par appel au fonds de concours, de réinscrire 75% des dépenses engagées en investissement, ce qui est plus juste, puisque dans ce cas-là, il s'agit de l'enfouissement des réseaux d'éclairage public dans le cadre de la réalisation de la piste cyclable entre la rue qui monte au Brico-Dépôt et l'avenue d'Estrille. Donc voilà, c'était quand même plus simple d'enregistrer tout ça en investissement, ça paraît un peu plus logique. C'est ce qui est fait.
Donc juste pour information, si vous avez fait les sommes derrière, ça ne fait pas 14 062,65, ça fait 14 104,07. La différence, c'est le FCTVA, c'est 0,3152% de la somme des 13 000 et quelques qui sont au début. Et si vous refaites le calcul dans le bon sens, ça marche. C'est bien 14 107, mais j'avoue que c'est un peu, le calcul est un peu abscon, il faut le savoir pour pouvoir trouver ce bon chiffre. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, je n'en vois pas. Eh bien, écoutez, passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité. La délibération 88 est adoptée. Délibération 89, mise en souterrain des réseaux télécom Orange Pérou, toujours, monsieur. Là Perrault. encore, il s'agit de l'enfouissement des réseaux, mais pour cette fois, pour des réseaux courants faibles, donc pour nos amis de chez Orange, qui doivent prendre en charge 82% du coût de l'enfouissement et donc nous en laisser 18%. Le chiffrage a été vu puisque nous avons un devis d'Orange qui s'établit à 1 840,62 € pour l'étude de la main-d'œuvre, le matériel. Nos amis d'Orange donc en prennent 82%, reste pour nous 330,84 € TTC à charge de la commune, ce qui est relativement raisonnable pour l'enfouissement de ces réseaux. Je tiens juste à signaler, puisqu'on évoquait les agents tout à l'heure et leur fonctionnement, que nos amis de chez Orange s'étant un peu lâchés sur les premières factures, ce montant extrêmement faible est dû à la vigilance des agents de l'Urba, qui ont gratté, qui ont rappelé, qui ont bossé, et à la fin du compte, ça ne nous coûte que 330 €. Voilà, comme c'est important, je tenais à le signaler. Monsieur le maire. Merci, monsieur Hureau, pour ce rappel. Y a-t-il des prises de parole, des questions? Non. Eh bien, écoutez, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, la délibération est adoptée. Je me rends compte que j'ai oublié de préciser la nomination du secrétaire de séance. Donc, je devais proposer monsieur Claude Dauvillier. J'imagine que personne ne s'y oppose. Merci, excusez-moi pour cet oubli bien involontaire. Et il n'y avait pas non plus de décision aussi. Je n'ai pas présenté les décisions qu'il y avait depuis le dernier conseil, puisqu'il se trouve qu'il n'en avait pas. J'aurais dû le préciser aussi. Donc je reprends le cours. Donc délibération 90. numéro 90, monsieur Lureau. Non, la 90, ça trait aux ouvertures dominicales et à la possibilité laissée au maire. Oui, monsieur Colombo. Laisser au maire de donner la possibilité d'ouvrir certains dimanches. Juste pour rappel, je ne veux pas vous rappeler la loi, ça émane de la loi Macron qui a permis d'ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an. Je vous rappelle que sur les premières années du mandat et dans des conditions extrêmement particulières liées au Covid, nous avions autorisé des ouvertures jusqu'à 8 ou 9 dimanches pour permettre aux entreprises entre guillemets, passez-moi la pression, d'essayer de se refaire suite à toutes les immobilisations qui avaient eu trait au Covid. Pour autant, depuis, nous sommes revenus à des ouvertures beaucoup plus faibles, de 5 et de 4. C'est ce nombre de 4 que nous vous proposons cette année. Il faut savoir qu'il y a très peu de structures artiguaises concernées par ces ouvertures, puisque les concessions automobiles sont exonérées, les marchands de meubles sont exonérés, les bricolages sont exonérés, les intermarchés Auchan, Anco peuvent ouvrir tous les dimanches jusqu'à 13h et n'ont pas besoin d'autorisation. Donc en fait, il y a très peu de monde concerné et que sur le temps, nous n'avons en fait aucune demande à Artigues pour ouvrir particulièrement ces dimanches-là. Donc nous avons choisi 4 dimanches qui sont ce qu'ils sont. Le dimanche 11 janvier 2026, c'est le premier jour des soldes d'hiver. Le 29 novembre, bon, c'est un dimanche, mais c'est le Black Friday. Donc, en fait, un vendredi noir, un dimanche, mais bon, c'est comme ça. Il faut proposer un dimanche. Et les 2 dimanches qui précèdent Noël 2026. Voilà les 4 dates qui vous sont proposées. Les organisations syndicales ont bien sûr été consultées telles que la loi nous y impose. Par contre, comme on n'en fait que 4, il n'y a pas besoin de consulter Bordeaux Métropole. Nous pouvons délibérer directement pour cela. Et nous avons effectivement, je me permets de couper l'herbe sous le pied de M. Colombo, mais qui me reprendra, que la CFDT m'a répondu en étant qu'il n'était pas forcément d'accord sur le fond de ce sujet-là. Personne n'en sera surpris, Monsieur le maire. Merci, monsieur Lureau. Alors, y a-t-il des questions, des paroles, monsieur Colombo? Merci, monsieur le maire. Monsieur Lureau, merci. Est-ce que c'est la seule organisation syndicale qui vous a répondu? Non, il y en a une autre qui a répondu en laissant libre cours à ce que vous voulez faire. D'accord. Alors, effectivement, vous l'avez dit, c'est pas utilisé par les commerces, en tout cas artigués.
Donc raison de plus pour ne pas en voter. Allons dans le bon sens et soyons courageux. Parce que quand on voit ce qui est proposé pour les salariés, quand ils travaillent exceptionnellement ces jours-là, de récupérer gentiment leur jour de repos dans les 15 jours, et c'est seulement la seule contrainte qu'ont les entreprises, c'est chiche. Hein. On pourrait quand même exiger mieux que ça pour les salariés qui n'ont pas le choix de venir travailler. Donc 4, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont être utilisés, ben, je préférerais qu'on décide de ne pas en avoir tout court. Voilà. Ouais, c'est votre position, M. Colombo. Je sais qu'on a aussi le débat à la métropole et diverses communes souhaitent maintenir encore 7, 8, voire 9, et quelle que soit la couleur politique des communes et en fonction de la répartition de leur commerce aussi. C'est un peu ça qui pèse. On a aussi le commerce, le e-commerce aussi, hein, qui pèse aussi. Donc c'est un débat qui reste effectivement ouvert. Je vous propose donc de passer au vote. Donc qui est contre? Une voix. Qui s'abstient? Personne. Et donc qui est pour? À la majorité, moins une voix. La délibération 90 est adoptée. Et pour la dernière délibération de la soirée du Conseil, la 91, Madame Lesbatz. Oui, une délibération facile qui a lieu tous les ans. C'est une signature de convention avec Lettres du Monde qui permet on va dire, de valoriser les cultures étrangères et de faire des rencontres d'auteurs. Donc, comme tous les ans, on reçoit un auteur. Ce sera le 22 novembre à 11h à la médiathèque. Il s'appelle Vassilis Zorki. Il est russe. Il était à Moscou jusqu'en 2022. Avec la guerre en Ukraine, il est parti de son pays, venu s'installer à Paris. Et nous le rencontrerons pour un livre autobiographique, merci, qui s'appelle Roue du diable. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération, toujours consensuelle, le domaine culturel? Eh bien, nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, cette délibération 91 est adoptée et je vous en remercie. Avant de nous quitter, je voulais juste vous indiquer que le prochain conseil municipal est prévu à ce jour, lundi 8 décembre, mais vous aurez confirmation de tout cela pour les élus, bien sûr, par les divers canaux de communication et de convocation officielle surtout. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.